Bonjour à tous. Waouh, quel colloque. Et dire que j'ai failli pas venir. J'ai failli pas venir. Je vous avoue, franchement, je venais souvent en France à un moment, 2013, 2014, 2015. On venait discuter avec nos partenaires, collègues français, universitaires, sur ce qu'on faisait à Montréal. Et, euh, et à chaque fois, je revenais un peu désespéré, je dois le dire. Euh, Comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas d'accent québécois, donc je suis quand même né en France, je suis français d'origine, je suis né à Paris, donc pour moi c'était important aussi que cette notion de partenariat fasse du chemin dans mon pays d'origine. Mais on était toujours pris un peu dans des dynamiques complexes qui, j'avoue, me dépassaient. Moi, ça fait quand même 37 ans que je suis au Canada, alors on a quand même un esprit un peu différent, des façons de faire un peu différentes. Et c'est vrai que j'avais perdu un peu la foi. Mais je peux vous dire une chose, c'est que dans la journée et demie que je viens de passer avec vous, je n'ai pas pu être là mercredi après-midi, j'ai vraiment retrouvé la foi. Puis surtout, je pense que c'est la sensation de beaucoup de monde ici, j'ai retrouvé une famille. Hein. Je pense que c'est ça, c'est vraiment... Il y a eu une énergie absolument incroyable pendant ces derniers jours. Je pense que ça nous a fait du bien aussi de nous retrouver, d'échanger. On est un peu tous isolés dans nos dispositifs à droite à gauche et puis de pouvoir remettre un peu les choses à plat, puis de pouvoir trouver des personnes qui parlent le même langage que nous, c'est toujours extrêmement réconfortant. Puis je pense que c'est ce qui s'est passé. Alors déjà, pour commencer, je pense qu'on devrait saluer nos amis de Rennes, du CAPS, donc Pascal, Alexandre, Nolwenn, l'énergie que vous avez mis dans cet événement, on l'a senti, comme dirait Alexandre Berkès, il y avait beaucoup d'amour aussi qui a permis de resserrer tout le monde. Alors voilà, ça c'est déjà un grand, je suis très reconnaissant de tout ça et je pense qu'on est tous ici très reconnaissants de nous avoir permis de partager ce temps-là. Alors on parle beaucoup du modèle de Montréal. Mais je pense que ce qui est important de resituer, j'avais jamais eu l'occasion de le faire, puis je pense que c'est le moment en famille de le faire, c'est que le modèle Montréal, c'est pas juste le modèle de Montréal. Le modèle de Montréal, c'est un modèle franco-montréalais. Puis on l'oublie souvent, mais à l'origine du modèle, ce qu'on appelle le modèle de Montréal, à l'origine de la création de cette question du patient partenaire en 2010, très rapidement, il y a eu la fameuse note de synthèse de mon ami Luigi Flora, Emmanuel Jouet, Olivier Lasvernas, qui a été extrêmement importante pour nous d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue posture, d'un point de vue positionnement, qui amenait cette question centrale des savoirs expérientiels au cœur de la notion de partenariat. Et bien entendu, on a ces collaborations avec ces amis-là se sont multipliées, puis se sont greffées ensuite des collaborations avec bien entendu des personnes comme Olivia Gross, avec qui aussi on a passablement collaboré, etc. Donc les interactions avec la France, alors j'embêtais un peu tous ces amis, je leur disais, vous réfléchissez, vous amenez vos concepts et vos idées, puis nous on les applique. Nous, on les expérimente chez nous parce que ça a l'air un peu trop compliqué chez vous. Mais ça change, ça change. Alors, je voulais noter aussi ces personnes-là qui sont des personnes aussi extrêmement importantes qui nous ont permis de partir sur des bases solides et de constituer véritablement, de partir avec un concept de patient partenaire qui est une ADN, mais sur lequel qui a pu catalyser énormément d'idées, d'autres concepts, etc. Donc, qui est aujourd'hui vraiment un élément de conduite du changement. Mon équipe est là aussi, l'équipe du Centre d'Excellence. On a réussi à venir assez nombreux. Je suis très content aussi. Je suis content aussi qu'ils soient là parce que je pense qu'ils ont apprécié aussi de partager du temps avec vous. Le Centre d'Excellence sur le partenariat avec les patients et le public à Montréal, on n'a jamais été là pour être en compétition avec qui que ce soit. On est là principalement on est tous des personnes engagées, on a tous la vocation, sans exception. Et encore une fois, je pense qu'on a trouvé une synchronisation aujourd'hui ces derniers jours dans cet état d'esprit. Et ça nous a fait du bien aussi parce que
malgré tout, dans tout ce qu'on fait et dans l'implantation, on reste quand même une démarche contre-culturelle. On prend des coups, on a pas mal de marques dans le dos et c'est vrai pour nous, hein, c'est pas le paradis au Québec. Là, on a aussi nos succès et nos déceptions. Et puis, sur une base régulière, on a besoin aussi de venir penser nos blessures et c'est ce qu'on a fait aussi pendant la dernière journée et demie. Rapidement, en guise de clôture, avant de laisser la parole à Christian, je voulais revenir sur peut-être trois choses. Je vais revenir peut-être sur les acquis. On est quand même dans un mouvement qui est bien entendu, qui a démarré, qui a posé ses piliers, qui a posé ses fondements. Puis je pense qu'il faut qu'on le réalise. Il y a quand même des éléments importants qui ont été amenés et dont on a parlé sans arrêt pendant ce colloque. Peut-être revenir aussi sur quelques défis auxquels il faut faire attention, qui sont là et qui sont les défis les plus importants. Puis peut-être quelques éléments pour l'avenir. Au niveau des acquis, premier point important, c'est qu'on est aujourd'hui attaché sur des méthodologies solides. Ça a transparu pendant tous les travaux. On sait comment faire les choses. On a encore beaucoup à apprendre, mais on connaît la base, on connaît la musique. Il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de chaires qui travaillent. On est appuyé dans ce mouvement-là. Et je pense qu'il faut bâtir à partir de ces fondements. Bien entendu, on n'est plus dans un mouvement d'improvisation, on n'est plus dans un mouvement émergent qui cherche sa voie. On sait qu'on a une bonne idée des méthodologies, des meilleures pratiques à mettre en place et elles se sont illustrées dans ce colloque, dans beaucoup des ateliers auxquels j'ai assisté, que ce soit en recherche, en enseignement, en soins, etc. Et puis, il faut continuer à produire sur la science du partenariat. C'est la meilleure façon, c'est un des leviers importants de la pérennité de ce qu'on est en train de faire. Ce qui était aussi marquant, c'est qu'on multiplie les expériences. Alors, il y a des expériences dans tous les domaines. J'étais heureux de voir aussi qu'ici, comme on l'a fait à Montréal, depuis le départ, on s'est toujours attaché à développer des expériences de partenariat, à la fois dans les soins, dans les organisations des soins, dans la recherche et dans l'enseignement. Vous savez que notre modèle est parti d'un modèle plutôt on est né dans une faculté de médecine, alors on est né sur un modèle autour de l'implication, de l'engagement des patients dans l'éducation médicale au départ. Et puis, on a attaché beaucoup d'importance au fait de traverser ces trois domaines-là pour en faire des moyens de transformation clinique, des moyens de transformation des soins, puis je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, c'est ça qu'on a vu aussi pendant 2 jours et demi, c'est qu'on a vu un foisonnement d'expériences dans ces domaines-là, et puis, bien entendu, la mobilisation des meilleures pratiques en la matière. Je ne vais pas rentrer dans le débat outils-posture, là. Alors, donc c'est ça. Donc ça aussi, c'est des acquis importants, puisqu'il ne faut pas oublier, il y a une chose qu'on constate au Québec, et je pense que vous le constatez ici, c'est que, indépendamment de la vitesse à laquelle on orchestre ce déploiement, quand on a goûté au partenariat ou qu'on a goûté à ces dispositifs, on revient quasiment jamais en arrière. Nous, on a très très peu d'exemples où des dispositifs de partenariat ont été mis en place avec un minimum de rigueur et de méthodologie, et où on est revenu en arrière. On ne revient pas en arrière. On ne vient pas en arrière parce que ça fonctionne. Alors, ce n'est pas une solution à tout. On avait cette discussion-là avec Christian, j'imagine qu'il va revenir là-dessus. Mais ça fonctionne, ça marche. Donc, et ça, c'est important pour la pérennité du mouvement. Alors, je ne sais pas dans combien de temps ça va nous prendre pour déployer ça à plus grande échelle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mouvement, il est lancé, et je pense qu'on peut respirer un peu et on peut se dire aujourd'hui qu'on a quand même beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on l'a eu dans le passé, et ça, c'est un élément extrêmement important. Dans les acquis aussi, il y a le réseau des patients partenaires. Et ça, je veux dire, les patients partenaires, on est le liant là. Hein, nous, on ne réfléchit pas en silo, on ne réfléchit pas que ce soit en silo disciplinaire, en silo de CHU, en silo d'université. On est transversal, puis ce qui fait qu'il y a une cohérence beaucoup dans ces colloques. Plus il y a des patients dans les colloques, plus il y a de cohérence parce qu'on assure cette cohérence-là, parce que
encore une fois, on a ce risque de rentrer dans des dissensions qui ne nous appartiennent pas, mais on est suffisamment tous conscients que ce n'est pas là où il faut s'en aller et on essaye, malgré la force des fois des systèmes, de rester le plus transversal possible. Et la force aujourd'hui des nombreux patients partenaires que vous avez sur ces territoires. Tout à l'heure, j'ai entendu des chiffres de 3-4 000 peut-être patients partenaires en France, ou peut-être plus. Là, je ne sais pas qui a, j'ai un chiffre que j'ai entendu, à travers les dispositifs d'éducation thérapeutique, etc. Je sais qu'au Québec aussi, on est quelques centaines. Mais en tout cas, la force de frappe est de plus en plus importante et ça vient et on vient de plein de milieux. Alors, c'est sûr qu'au départ, on était beaucoup mouvement SIDA, hémophile, santé mentale. Alors, c'est un noyau qui a commencé. C'est vrai qu'on est beaucoup on a été beaucoup dans cette mouvance SIDA, comme Christian. Moi, j'étais un activiste à SIDA à Montréal dans les années fin des années 80-90. Puis, quand je parlais d'Emmanuel Jouet, d'Olivier Las-Venas, on est plutôt dans le mouvement de la santé mentale et il y a cette représentation-là. Mais aujourd'hui, on est bien entendu dans l'oncologie, on est dans le diabète. Alors, on est aussi une alliance de patients de plus en plus diversifiés, avec des perspectives de plus en plus variées. Et puis ça, c'est important parce que c'est différentes façons d'illustrer le partenariat. Et on sait que pour chacune de ces contextes spécifiques, il y a des façons de vivre le partenariat, des enjeux différents. On parlait aussi des patients transplantés. À Montréal, nos patients transplantés ont joué un rôle absolument incroyable dans l'évolution de nos projets et de nos approches. Alors ça aussi, donc on a une structure, vraiment un groupe de patients partenaires de plus en plus imposant et de plus en plus solide et avec une grande diversité en matière d'expérience de la vie avec la maladie. Et ça, c'est une richesse absolument incroyable. Et encore une fois, l'acquis aussi, c'est que il y a une alliance qui est en train de se créer, il y a une transversalité qui est en train de se créer et vous êtes en train de dépasser un certain nombre il va toujours y avoir des histoires de famille dans les familles, même dans les meilleures familles, il y a toujours des histoires de famille, mais il y a vraiment la constitution d'une famille actuellement ici, et c'est ça que j'ai beaucoup ressenti, et c'est un acquis extrêmement important, parce que ce mouvement du partenariat, c'est avant tout c'est pas un mouvement rationnel, c'est avant tout un mouvement du cœur, et j'espère qu'il le restera. Donc ça, c'est au niveau des acquis, c'est des acquis importants, méthodologie, on a la force scientifique derrière nous, on a des capacités variées qui sont des référents, la solidité du réseau de patients partenaires, et puis on est capable de s'élever au-dessus de la mêlée pour avancer ensemble. Maintenant, les défis. Alors, on a plusieurs défis auxquels il faut faire attention. J'écoutais l'atelier sur les grands chantiers là, qu'on démarrait à Nîmes, la PHP, etc. Génial. Très intéressant. Puis on voit que même les méthodologies utilisées sont solides, il y a beaucoup d'expertise, etc. Donc c'est parfait. Petite inquiétude, et j'ai eu l'occasion d'en parler, c'est qu'il ne faut pas oublier pourquoi on fait ça. Comme le disait Patrick Artiguet, je pense hier, on ne fait pas du partenariat pour du partenariat. Ce n'est pas une posture. Oui, c'est une posture éventuellement morale et éthique, mais avant tout, c'est un moyen parmi d'autres pour transformer les soins et la clinique. Ce qu'on veut, c'est en tant que patient partenaire, en tant que patient, moi j'ai envie d'être en partenariat de soins avec mes professionnels de la santé, partager les décisions, être capable de développer mes compétences, etc., etc. Donc on est là pour transformer les soins. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Et la bonne nouvelle, grâce à des chercheurs comme Marie-Pascale, je ne sais pas si elle est là, Marie-Pascale là-bas, on est en train de faire cette démonstration claire que les mécanismes de partenariat ont un impact direct sur des indicateurs de performance clinique. Puis c'est ça, là, c'est un défi, mais la clé, c'est-à-dire, j'ai entendu beaucoup, oui, il faut arriver à convaincre les ARS, il ne faut pas être instrumentalisé, il faut convaincre les hôpitaux. Il faut les convaincre. Pourquoi il faut les convaincre? Il ne faut pas les convaincre parce qu'on est juste bien, puis qu'on est un mouvement sympathique et que c'est moralement bon d'avoir des patients partenaires. On est une vraie solution à l'efficacité des systèmes de santé en ce moment qui sont dans un état lamentable. Et ils sont dans un état lamentable parce qu'ils s'auto-nourrissent, ils se nourrissent de disciplines. C'est quasiment incestueux leur affaire depuis des décennies. Et nous, ce qu'on leur amène, c'est qu'on leur amène une bouffée d'air. On leur amène des réflexions, d'autres perspectives, d'autres façons de voir les choses. Et il ne faut surtout pas oublier, encore une fois, que dans cet aspect-là,
on est des leviers d'efficacité de l'accès aux soins, on est des leviers d'efficacité de la qualité des soins, on est des leviers d'efficacité à la sécurité des soins, on est des leviers d'efficacité à la prévention. Alors bref, encore une fois, on n'est pas une solution à tout, on n'est pas un couteau suisse, il y a des limites dans ce qu'on fait, mais ça n'empêche quand même que la démonstration des résultats est importante. Et ce qu'il faut mettre de l'avant dans les grandes transformations, c'est que si on fait ça, c'est parce qu'on est une véritable solution à des problématiques réelles de nos systèmes de santé actuellement dont on n'arrête pas de parler. Le deuxième défi, c'est un défi de définition. C'est sûr que là, il y a eu des discussions qui ont été nombreuses, variées, c'était super intéressant, puis je pense que le colloque a créé effectivement ces espaces de discussion. Mais il y a des éléments sur lesquels il faut qu'on tienne. Il y a une ADN, c'est-à-dire que pour qu'on puisse avoir cette liberté d'aller un peu dans tous les sens et d'être créatif, il faut qu'on garde une ADN. Il y a une ADN, il y a des éléments de fond dont il ne faut pas qu'on perde, de vue. Par exemple, actuellement au Québec, un des défis qu'on a, c'est la distinction entre approche centrée et approche en partenariat. C'est des choses complètement différentes qui ne sont pas définies de la même façon. Les approches centrées, c'est des approches qui sont principalement définies autour de la coordination des soins, de la collaboration interprofessionnelle, mais qui n'ont jamais véritablement réfléchi en profondeur sur la posture du patient dans son processus de soins, etc. etc. Donc, les approches de partenariat amènent cette réflexion-là, mais souvent on confond. Donc, le problème qu'on a au Québec aujourd'hui, ce n'est pas d'arriver à convaincre les gens qu'éventuellement c'est intéressant d'évoluer vers ça, c'est qu'ils pensent qu'ils font du partenariat, mais ils n'en font pas. C'est un peu comme M. Jourdain, mais en sens inverse, qui ne savait pas qu'il faisait de la prose. Alors ça, c'est important. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans votre vocabulaire, vous n'arrêtez pas d'utiliser soignant-soigné. Ça ne marche pas, soignant-soigné. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas dire soignant-soigné. Les patients, on est des soignants. On se soigne. Alors c'est des détails, mais je voulais juste le soulever. C'est un détail, mais c'est un détail qui est important. Alors, il faut vraiment, aujourd'hui, il faut une précision sémantique dans un certain nombre de choses. Et ce n'est pas sur tout, c'est sur des éléments importants comme cela. Attaché aussi à cette question du partenariat, un des défis que je rajouterais, c'est que c'est bien d'être en co-construction, puis on expérimente beaucoup la co-construction en ce moment. C'est bien, il y a des résultats intéressants. Puis je pense qu'on commence à bien connaître les règles de la co-construction. Mais si on ne passe pas en co-leadership, c'est ça du partenariat. Le partenariat, c'est du co-leadership. Ce n'est pas juste de la co-construction. Le partenariat, c'est du co-leadership. Mais même plus loin que le co-leadership, c'est peut-être principalement du leadership patient en bout de ligne. Je vais y revenir dans les éléments de vision. Mais donc, si on ne rentre pas dans des logiques de co-leadership, on va forcément être instrumentalisé. Donc, c'est bien d'avoir des patients, c'est bien, encore une fois, d'avoir des patients impliqués dans des processus de travail, dans des processus de collaboration, mais il faut des patients dans des positions de prise de décision. Ça, c'est l'autre avancée. Il faut absolument avoir des patients dans des positions dans les hôpitaux, dans les positions dans les facultés de médecine, dans les positions dans les groupes de recherche. Nous, on a vu une grande différence entre avoir des patients qui participent à un processus de recherche versus des patients qui sont co-chercheurs principaux sur une demande de recherche, voire chercheurs principaux sur une demande de recherche. Ça change tout. Alors, je pense que ça, c'est important. Et le problème, c'est que si on n'arrive pas à ça, forcément, il va y avoir une instrumentalisation. Puis là, comme le mouvement devient de plus en plus important, le risque d'instrumentalisation devient plus important, de plus en plus important et de plus en plus volumineux. Il faut vraiment garder ça en tête. Un autre des défis, c'est cette question de la professionnalisation, de la rémunération, peu importe comment on l'appelle. On s'en va, et c'est lié à ce que je viens de dire, on s'en va vers ça. Puis ça, c'est un gros morceau à avaler pour nos systèmes. Là. C'est comme un gros morceau à avaler pour nos systèmes-là. Au Québec, là, ils commencent à plus avoir les cheveux hérissés sur leur tête quand on parle de professionnalisation des patients. Mais, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument... je pense que c'est un des défis les plus techniques, les plus complexes qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité, puis progressivement, mais il ne faut pas le lâcher. Il ne faut rien lâcher sur cette question-là, puis il faut continuer à avancer. Par contre, elle est reliée, d'après moi, ça c'est ma perspective personnelle, à un élément extrêmement important qui est le dernier défi dont je voulais vous parler, qui est la question de la reconnaissance des savoirs patients. Un métier, c'est assis sur des savoirs.
sur la reconnaissance de savoir. Alors, on est passé par les compétences, hein, avec mon ami Luigi, puis bien d'autres, Olivia et autres, on est passé par le domaine des compétences, parce qu'on avait des personnes qui venaient des sciences de l'éducation, puis il y a eu un train des compétences. Mais les compétences et les savoirs, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas le même type de légitimité. Aujourd'hui, l'enjeu, Olivia, hier, dans l'atelier sur la vulnérabilité, elle parlait d'injustice épistémique. La plus grande injustice épistémique de l'histoire de la santé, c'est sur les savoirs patients. Si vous regardez, là, on enlève peut-être les 3-4 dernières années où des personnes comme Eve Gardien, qui est ici, je pense, Olivia, Luigi ou d'autres, ont travaillé sur cette question des savoirs patients, ont publié. Vous regardez ça avant, il n'y a rien, il n'y a quasiment rien. On est dans un vide au niveau de la littérature sur ces questions-là. On ne s'est jamais vraiment préoccupé de qualifier les savoirs patients. Et le problème, c'est que tant que cette question-là ne va pas être plus avancée, où on n'aura pas des choses plus concrètes, plus solides en matière de compréhension de quels sont les savoirs patients, c'est quoi leur nature, on va malheureusement rester bloqué, notamment sur cette question de la professionnalisation. Et puis, moi, je dois dire que la question des savoirs expérientiels, j'en ai marre. Je n'ai pas juste des savoirs expérientiels en tant que patient. Là. Oui, j'ai des savoirs expérientiels, mais ce n'est pas juste ça. Je me rappelle un colloque dernièrement, on commence à parler de savoirs hybrides. Non, je m'excuse, j'ai des savoirs cliniques, j'ai des savoirs de navigation, j'ai des capacités d'autodiagnostic et des capacités relationnelles. J'ai bien d'autres choses que des savoirs purement tacites que j'apprends comme ça avec mes amis, à travers les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus que ça. Puis il faut qu'on s'en aille vers ça si véritablement, je dirais, c'est le cœur. S'il y avait une chose que j'ai appris, sur lequel j'ai atterri en 12 années là, de réflexion, c'est cette question des savoirs. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus, mais il faut continuer à en faire une priorité. Je tiens quand même à vous rappeler une chose. En septembre 2010, quand on a présenté le projet patient partenaire au conseil de faculté de la faculté de médecine de l'Université de Montréal pour la première fois, pour le lancer avec le doyen, la première question qui m'a été posée par le chef du département de chirurgie, je me rappelle comme si c'était hier, on lui présente le projet, il me dit « C'est bien beau tout ça, Vincent, mais il va falloir nous expliquer c'est quoi les expertises d'un patient. » La première question qui m'a été posée sur la question du patient partenaire, ça a été cette question-là, et c'est à mon avis la question encore la plus importante. Alors la vision maintenant. Donc là, je vais partir un peu, je vais peut-être partir un peu en vrille, là, je m'excuse. Pour conclure, ce que j'essaie de, la façon dont on a approché la transformation de nos systèmes de santé depuis des décennies, et encore dans les politiques, là je vois les nouvelles politiques qu'on a au Québec, c'est qu'on essaye constamment d'optimiser l'offre de service. Tout le monde est obsédé par l'optimisation de l'offre. Il faut avoir plus d'accès, il faut s'assurer qu'on prend tout le monde en charge, alors on presse le citron des professionnels de la santé qui n'en peuvent plus parce que malheureusement, on est une population de plus en plus malade étant donné qu'on a un environnement pourri, qu'on bouffe de la merde et que c'est sûr qu'on est de plus en plus malade et ça va pas s'arrêter. Donc le volume de soins, si on se prend en plus de 3 épidémies de Covid ou XY dans les prochaines décennies, vous avez vu comment le beau système a explosé en vol alors qu'il était déjà saturé. Donc, on a un vrai problème de saturation du système, mais on essaye toujours, on est obsédé, nos politiques publiques sont obsédées à l'optimisation de l'offre de service. Nous, on est quoi, nous? Dans le mouvement du partenariat patient, nous, on se concentre sur la demande. Les questions d'ETP, d'éducation thérapeutique du patient, c'est pour nous aider à faire des meilleurs choix, à mieux naviguer, prendre des décisions plus éclairées, donc pour rendre la demande plus intelligente. On est une vraie solution autour de la demande de soins, on est concentré là-dessus. La vision, c'est qu'on ait une approche, je vais utiliser des termes de consultant en stratégie en management, je suis désolé, on est une approche d'optimisation de la demande et c'est en ça qu'on est extrêmement innovant et c'est en ça qu'on est certainement la solution la plus viable pour nos systèmes de santé parce qu'on pourra pressuriser le citron autant qu'on veut. En bout de ligne, si on n'apprend pas aux gens à prendre soin d'eux-mêmes, on ne s'en sortira pas. Et si on ne change pas les mentalités de faire confiance en gens dans leur capacité à prendre soin d'eux-mêmes et à prendre des décisions pour eux-mêmes quand on parle de leurs soins, on ne s'en sortira pas. On va juste compter sur un système qui va être de plus en plus défaillant. Et c'est ça qu'on a. Et la vision, d'après moi, c'est celle-là. C'est vraiment une vision importante. Et c'est marrant parce que, par exemple, il y a eu cette étincelle en France avec la loi là, sur l'éducation thérapeutique, mais
mais pareil, vous avez fait, tu le disais tout à l'heure, Christian, il y a une loi sur l'éducation thérapeutique, mais on n'a quasiment pas mis de financement sur ces questions-là. Donc, c'est comme si on se disait, on croit à ça, mais finalement, en fait, on le met, mais finalement, on n'y croit pas vraiment, puis on priorise d'autres choses. Alors, on est vraiment dans cette optique-là. On est aussi dans une optique de système. En anglais, on dit patient-driven system. Donc, on rentre dans une logique aujourd'hui où les systèmes de santé vont être conduits, l'idée, on va prendre un anglicisme, par les citoyens. Et ça, c'est beaucoup l'effet de la santé numérique. Aujourd'hui, il y a deux systèmes de santé parallèles qui se construisent. Il y a un système de santé officiel, puis il y a le système de santé qu'on a par les solutions de santé numérique. Je suis capable de m'auto-diagnostiquer sur le web, je suis capable d'aller chercher des solutions de soins. Éventuellement, un jour, proche, Google, Apple et compagnie vont même m'offrir la distribution de mes médicaments, etc., etc. On a une espèce de système parallèle qui est en train de se créer, qui met beaucoup de pression sur ce système-là et qui fait ça nous donne du pouvoir. Ça nous donne beaucoup de pouvoir parce qu'on a des choix. Les choix, dans quelques années, on ne va plus avoir seulement le choix d'aller dans un système de santé. On a le choix notre offre de services personnels va avoir augmenté. Et donc, c'est nous qui allons faire les choix de navigation. Et on fait déjà beaucoup de choix de navigation en fonction de nos besoins. Et c'est des choix de navigation qui sont personnalisés. Donc, encore une fois, le pouvoir, à terme, grâce à cette question-là, notamment, c'est nous qui allons l'avoir. Et ça, ils n'ont pas encore décliqué sur ces questions-là beaucoup, particulièrement en Europe, mais en Amérique du Nord, ils commencent tous à décliquer là-dessus en se disant que si on ne prend pas conscience de ça, ça va être les GAFA de ce monde qui, demain, vont assurer le leadership sur les systèmes de santé, que les systèmes de santé publics vont complètement perdre le contrôle. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important, qu'il faut pas. C'est une pression sur nos systèmes de santé actuellement qui arrive et qui est extrêmement important. Élément de vision, bien entendu. Moi, je pense que l'émergence des métiers dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, moi j'appelle ça les nouveaux métiers. Là. Alors, des patients accompagnateurs, patients coachs, patients ressources, name it, là, il y en a beaucoup. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de travail à faire pour regarder comment tranquillement... J'ai pas envie d'utiliser le terme de cadrer parce qu'il faut juste regarder qu'est-ce qui émerge, puis avec l'évaluation de la recherche, de voir comment on positionne les choses, puis parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des métiers qui ont émergé en santé de cette façon-là. Là. Je veux dire, je pense que moi, si je regarde le système québécois, je pense que c'est nos amis les kinésiologues qui ont émergé comme ça. Le dernier métier qui a été créé, c'est celui-là. Là. Puis, je veux dire, ça n'a pas l'impact qu'on a à avoir. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On l'a beaucoup ressenti. Vous êtes beaucoup plus avancé au Québec, ici en France qu'au Québec, sur l'évolution de ces métiers-là. Et puis, bien entendu, pour conclure, je reviendrai sur ces questions malheureusement, c'est mon obsession du moment, sur cette question des savoirs, parce que derrière cette question du partenariat de soins, du partenariat patient, c'est, d'après moi, dans ma perspective personnelle, et elle ne regarde que moi, je pense qu'on est véritablement dans un mouvement de démocratisation des savoirs. Et c'est ça la clé. La clé, à mon avis, elle est à ce niveau-là. Et il faut qu'elle reste à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il est essentiel que les facultés de médecine embarquent. Il ne faut pas se le cacher. Si on a eu du succès à Montréal, la première raison, c'est parce qu'on est né dans une faculté de médecine. Si on ne change pas l'éducation médicale, on écoutait j'écoutais l'atelier sur la vulnérabilité hier. J'étais d'accord avec mon collègue Philippe Caras-Vivant qui disait qu'il y avait d'autres facteurs. Mais ça n'empêche quand même que si on ne change pas l'éducation médicale, on n'y arrivera pas. L'éducation médicale ne fonctionne pas, n'est pas du tout adaptée au futur des problématiques de santé qu'on a actuellement. Si on continue à former nos étudiants, d'abord à sélectionner nos étudiants en médecine parmi les personnes de la population les plus favorisées et les plus, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes à ce qu'ils soient représentatifs de quoi que ce soit. Si on les expose uniquement à de la médecine spécialisée et qu'on n'arrive pas à trouver des solutions pour les exposer à de la santé communautaire, à de la première ligne, etc., c'est sûr qu'on va produire des super spécialistes dont on n'aura plus besoin et qui vont être frustrés parce qu'eux-mêmes pourront plus exercer n'auront plus l'espace pour exercer leur métier parce qu'on s'en va dans un système qui va être orienté sur la première ligne, etc., etc. Et malheureusement, avec le leadership des médecins dans le système de santé, si eux ne changent pas,
pas, on va avoir du mal à faire changer les choses. Mais bien entendu, la transformation de la formation en sciences de la santé, elle est globale. Ça touche aussi les infirmières, ça touche aussi les pharmaciens, ça touche aussi tout le monde. Donc, il y a un vrai travail de transformation en profondeur, formation des chercheurs, formation des gens. Donc, il faut absolument arriver à exposer les leaders, nos partenaires de l'autre bord à la valeur des savoirs des patients, la valeur de l'engagement et la valeur de la relation de soins, là, qui est la nouvelle sur laquelle on revient beaucoup, l'importance d'avoir des relations de soins constructives, structurantes, respectueuses et qui sont à la hauteur de nos défis de société. Alors, je conclurai là-dessus. J'espère que, en tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Je me suis régalé. Je repars ce soir avec beaucoup d'optimisme. Puis j'espère que vous en avez aussi. On est peut-être, je sais pas, allez, mettons un chiffre, 10% de notre processus. On a tellement de choses à faire encore. On est au début du mouvement. Puis il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit-là. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On va encore se prendre beaucoup de coups, mais il ne faut rien lâcher. Et on a tout ce qu'il faut maintenant pour avancer et continuer l'aventure. Alors merci beaucoup à tous. C'était super. Bon, alors, je vais succéder à Vincent avec plaisir, mais en même temps, il y a toujours ce vent froid qui coule dans le dos. On va terminer comme des glaçons. Je pense que dans les mécanismes participatifs, Pascal, il faut mettre une petite boîte, une tirelire pour l'école des hautes études pour qu'elle achète du chauffage. Eh ben, mais des vrais membres de l'école. Bon, alors, moi j'ai écouté Vincent avec beaucoup d'intérêt. Je crois que je partage à peu près tout ce qu'il a dit. Alors, évidemment, lui, il a une parole totalement libre. Moi, je ne peux plus parce que je suis membre d'un collège, d'une institution publique. Alors, ma vie est devenue moins facile. Mais comme Nolwenn a pu le voir ce matin, j'ai encore un peu des côtés qui grattent. Donc, moi, j'ai retenu de ces journées 7 points que je vous propose de retenir sous la forme des 7 leçons de la richesse, parce que quand même, c'est ce qui ressort de ce colloque. Quelqu'un disait dans la réunion de ce matin, finalement, des colloques, on part sans très bien savoir ce qu'on part avec soi. Mais moi, je crois quand même que d'ici, moi, je repartirai avec 7 points qui me paraissent importants dans le foisonnement des expériences qui ont été présentées, qui étaient vraiment tout à fait variées, très, très différentes. Et en même temps, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Alors, le premier point que je voulais souligner, c'était cette espèce de luxuriance linguistique qui nous a quand même beaucoup enrichi côté dictionnaire. Il y avait des choses... alors, particulièrement dans un pays comme le nôtre où on adore dire non mais c'est pas exactement ça, mais non mais là il y a un input qui n'a pas été pris en compte. Alors moi j'en ai noté plein, je pars avec un carnet, plein de mots nouveaux, et je peux vous dire que les 7 autres membres du collège de l'HAS, ils vont passer un mauvais moment. Parce que, alors on m'a dit qu'il fallait plus dire la bonne distance, que maintenant il fallait dire la juste distance, et puis alors après, dans une autre table ronde, la juste proximité. Moi, je suis littéralement bouleversé de ces appréhensions nouvelles. Mais des fois, j'avais quand même l'impression, en écoutant ce que se disait, que finalement, les gens, ils nous parlaient de la participation en santé, mais c'est juste faire son travail, quoi. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas faire participer la personne concernée à sa rééducation physique? On ne va quand même pas taper les gens pour qu'ils marchent. Donc, des fois, j'ai l'impression que entre participation et partenariat, il y a comme une espèce de légère confusion. Bien sûr que le partenariat sans participation, ce n'est pas très malin,
Mais la participation, ce n'est pas non plus le partenariat. Donc, je trouve qu'il faut qu'on puisse creuser ça, essayer d'établir quand même quelques principes de base qui font que, voilà, c'est évidemment, quand vous faites l'alliance thérapeutique en santé mentale, je vois mal qu'on puisse faire l'alliance sans participation. Mais en même temps, la participation, ce n'est pas non plus vraiment une alliance. Donc, comment ça se construit? Moi, ça m'a fait revenir sur la loi du 4 mars 2002 en France, où le monde associatif avait proposé que la relation de soins soit définie comme un partenariat permanent de soins. Évidemment, c'était trop jargonnant pour nos députés et nos sénateurs, donc ce n'est pas dans la loi, mais c'était un peu ça qu'on avait comme idée. Donc voilà, je pense qu'il y a un point, il y a un petit point de... Si on pouvait éviter la surenchère de la luxuriance linguistique et avoir une certaine modération sur 2 ou 3 choses de base qui nous ressemblent, qu'on a envie de porter, qu'on porte ensemble en les comprenant bien, moi je pense que ça serait un point important. Le deuxième point, c'est cette histoire de la formation pour les gens qui participent. Alors, comme certains d'entre vous me connaissent dans la salle, ils savent que je n'en suis pas très amateur. J'ai toujours une espèce de réserve, parce que quand les citoyens participent à un budget participatif dans une commune, on ne va pas les former sur l'ordonnance de 62 sur la comptabilité publique. Voilà, quand les gens participent au choix d'un projet d'aménagement du territoire ou un projet d'urbanisme, on ne va pas leur demander de connaître la charte d'Athènes de Le Corbusier. Donc, voilà, c'est toujours une espèce de difficulté. Je pense que cette question de la formation doit être une question graduée et qu'il y a des endroits où on n'en a pas besoin parce qu'on est simplement en train d'analyser des demandes. On est en train de regarder les préférences collectives, comme on dit en économie. Et puis il y a d'autres endroits où on demande aux personnes de fabriquer quelque chose. Et plus on rentre dans la fabrique du soin, probablement plus les exigences de formation doivent être importantes. Moi, je me souviens qu'à Aide, par exemple, quand je présidais Aide dans les années 90, effectivement, quand les personnes faisaient de l'accompagnement de personnes en difficulté avec des traitements, bien sûr qu'il y avait une formation, bien sûr que quand on faisait de l'écoute téléphonique sur des lignes téléphoniques, il y avait une formation à l'écoute. Ça me paraît effectivement indispensable. Mais cette question de proportionnalité, elle est profondément liée au rôle que l'on entend jouer dans le processus de partenariat ou de participation. Le troisième point qui m'est apparu ressortir de tout ce que j'ai entendu, c'est quand même une très grande précarité autour du financement de tout ce domaine qui est celui de la participation ou du partenariat. On voyage dans des domaines que j'ai bien connus en tant que président d'une structure associative, appel d'offres, appel à manifestation d'intérêt, vacations. Bon, on est dans des problèmes de fragilité, il n'y a pas de durabilité là-dedans, et je pense que c'est quand même un défi extrêmement important. Ce qui nous ramène probablement à regarder aussi quelle est la valeur que produit la participation, quelle est la valeur que produit le partenariat. C'est un débat qu'il faut essayer d'avoir. Est-ce que la participation, le partenariat, c'est un adjuvant du soin ou c'est consubstantiel au soin? C'est une question qui, pour moi, me paraît, à l'aune de ce que j'ai pu entendre et toute la journée d'hier, un élément important sur lequel il faut travailler, parce que c'est plus facile d'expliquer qu'il faut financer quelque chose quand ça rapporte de la valeur. Et la difficulté, c'est que dans la valeur, elle se mesure très souvent en, en efficience ou en efficacité d'abord et en efficience ensuite. Et que les valeurs qu'on apporte dans la participation sont évidemment un petit peu différentes. Il y a notamment cette valeur d'optimisation de la demande qui, dans la littérature qui est publiée aujourd'hui autour de la participation, n'est pas très, très bien tracée. Et puis le deuxième point, c'est la valeur en termes de mieux-être. Vous savez que certains proposent de ne plus calculer le produit intérieur brut, mais le mieux-être intérieur brut. Eh bien, le mieux-être en santé, il faut qu'on soit aussi capable de le documenter. Il n'y a pas que l'optimisation de la demande, comme l'a indiqué Vincent, qui me paraît quelque chose d'important. C'est une autre entrée dans la réforme du système de santé, mais cette question-là du mieux-être patient, du mieux-être de la personne me paraît un point important si on veut pouvoir gagner des financements plus substantiels, plus pérennes. Ça me paraît être un défi important. Le quatrième point que j'ai relevé dans les échanges et qui me titille parfois, c'est la nécessité d'avoir un cadre de référence. Et alors, comme on est dans un pays du contrat social de Rousseau et que la loi est l'expression de la volonté générale, comme c'est dit dans la Déclaration des droits de l'homme, on dit on va faire une loi alors sur la participation et sur le partenariat en santé. Quelle bonne idée! Je vais vous raconter 3 histoires désastreuses.
La première, c'est l'énumération des droits dans la loi du 4 mars 2002. Ça n'a rien fait à leur effectivité. Il reste quand même une question qui est extrêmement importante de ce point de vue-là, c'est comment est-ce qu'on rend l'énumération des droits quelque chose d'effectif dans la vie des personnes. Et quand vous regardez la loi HPST à laquelle j'ai contribué sur l'éducation thérapeutique, effectivement, on a mis l'éducation thérapeutique dans la loi et puis brique après brique, morceau par morceau, on enlève des bouts. Et là, je m'aperçois qu'on a enlevé dans le développement professionnel continu l'accès des médecins à la formation en éducation thérapeutique. Alors c'est sûr, il ne faudra pas s'étonner que votre fille soit muette. Donc il y a une difficulté, c'est que si on construit d'un côté dans la loi et qu'on déconstruit de l'autre dans les financements ou dans les référentiels, ça ne marche pas bien. J'ai un exemple de chose qui a marché, c'est mon troisième exemple, c'est la loi de santé publique de 2004, dans lequel on a, à partir d'une contribution des associations qui ont inventé la réduction des risques chez les usagers de drogue par voie intraveineuse dans la lutte contre le sida, on a réussi à mettre un dispositif dans la loi avec des financements. Voilà, il faut faire très très attention à l'écriture législative. C'est très très difficile. S'il y avait matière à dire quelque chose, c'est peut-être de parler de la participation ou du partenariat en santé, mais point, une phrase, et renvoyer tout le reste à des mécanismes souples de type recommandation de bonnes pratiques pour actualiser ça, parce que si vous écrivez quelque chose dans une loi, je rappelle toujours qu'il y a 2 lois de santé publique en France. Il y en a une de 2004, la précédente était de 1902. Donc bon courage si vous voulez changer les choses. Vous voyez, on est, comme l'a fait remarquer Vincent, on est dans une matière qui est aussi en cours d'élaboration. Donc il faut faire attention que quand on écrit quelque chose, on ne fige pas la sauce. Sinon, on va se retrouver avec un truc un peu froid, pas très agréable à manger et qui n'apportera pas l'onctuosité qu'on rêve en bouche. Donc voilà, de la loi, oui, mais prudemment, de manière circonspecte et en essayant de trouver des solutions évolutives. Cinquième point qui me paraît important dans tout ce que j'ai entendu, c'est l'enjeu de plaidoyer. Je trouve que c'est bien que Vincent ait insisté tout à l'heure sur cet aspect de transformation sociale, et ça m'a beaucoup fait penser à la communication du président fondateur de AIDE à Montréal lors de la 5e conférence mondiale, si je me souviens bien, en 89, où il a présenté un texte qu'il faudrait que je vous donne d'ailleurs, sur le patient réformateur. Je pense que le partenariat se situe du côté de la réforme et propose un rôle aux patients de réformateur de santé. Vous savez que je soutiens cette thèse qu'il faut et de la protestation et de la proposition et qu'il faut articuler les deux. Mais ça, c'est très, très important. Il me semble que cette question de plaidoyer, elle a besoin d'être solidement ancrée dans cette perspective de transformation sociale et qu'on ne fait pas de la participation parce que c'est fun, parce que ça nous fait du bien, mais aussi parce que ça produit quelque chose pour l'intérêt général, que ça produit cette idée d'effet pour les personnes et pour le système, et qu'il ne faut pas simplement fabriquer de la participation, mais exiger le partenariat. J'ai trouvé d'ailleurs que ce colloque, il avait un peu une fonction de forum aussi, et que c'était peut-être un de ses aspects de richesse, c'est d'être un lieu de circulation des idées, et que voilà. Mais je pense qu'il faut aller un peu au-delà. Alors probablement pas en faisant à ma façon à moi, qui est toujours un peu tapageuse et un peu, je regarde trop jamais quand les pieds sont dans l'assiette si la soupe à la giclée. Mais voilà, je pense qu'il faut monter, d'un cran ce qu'on a à dire et ce qu'on veut revendiquer. Je trouve que ça manque un peu de puissance. Alors, c'est pas forcément facile, parce que dans un pays qui a installé la représentation des usagers par quelques associations, dire que ce qu'on souhaite, c'est la participation de tout le monde, évidemment, ça vient un peu après, ça gratouille là où ça me chatouille, et de quoi est la légitimité des participants par rapport aux représentants et tout ça. Enfin, vous connaissez tous ces sujets intellectuels qui font le délice de la poire et du fromage en France. Mais vraiment, je suis convaincu qu'il faut monter d'intensité dans la réclamation sociale de la participation et surtout du partenariat. Le 6e point sur lequel je voudrais insister, c'est un enjeu de capitalisation des expériences. Je trouve très, très difficile. On est en ce moment en train de préparer 2 avis du Conseil de l'engagement des usagers que je préside à l'HAS.
Et c'est très, très difficile de trouver des expériences. Et alors ici, d'ailleurs, j'en ai découvert un nombre assez avancé que j'aurais bien aimé pouvoir citer, mais si on ne vient pas ici, on ne sait pas que ça existe. Donc, il y a un problème de capitalisation. Il faut qu'il y ait un endroit quelque part où on dit, bon, la participation, c'est ça, le partenariat, c'est ça, et tel objet qui a été mis en circulation, c'est catégorie partenariat ou catégorie participation, et qu'on puisse quelque part pouvoir pousser ces exemples-là aussi. Alors, on commence un peu à le faire en santé publique avec la Société française de santé publique, mais il me semble qu'il faut essayer de trouver une organisation, d'une manière ou d'une autre, qui puisse être un dépôt de savoir et de techniques sur le partenariat en santé, de manière à qu'on puisse identifier des propositions. Souvent, elles sont à côté de chez vous, d'ailleurs, sauf qu'on ne le sait pas. Et quand on avait fait le recensement des offres de participation et de partenariat en santé en France pour la recommandation de la HAS, on en avait découvert 106, mais je suis convaincu qu'il y en a effectivement bien plus, et il faut pouvoir, quand on se dit j'ai envie de faire, qu'on puisse trouver 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 expériences qu'on peut aller facilement consulter. Mon dernier point est un point de sensibilité particulière autour des vulnérabilités. Je pense que cette question de la participation des personnes en situation de vulnérabilité, je ne vais pas les énoncer, mais elles sont nombreuses, hein, ces situations de vulnérabilité. Parfois, c'est de la vulnérabilité culturelle, parfois, c'est de la vulnérabilité économique et sociale, parfois, c'est de la vulnérabilité qui a trait à une discrimination en raison de l'orientation sexuelle, de l'origine ethnique, etc. Toutes ces vulnérabilités, là, je trouve qu'elles ne viennent pas assez au jour dans les questions de participation et de partenariat en santé. J'ai parfois l'impression que le partenariat en santé, c'est fait pour des blancs qui vont pas trop mal et qui sont dans une catégorie socio-professionnelle qui permet de... J'ai même vu dans certains papiers que j'ai lus dans la littérature internationale qu'il y avait des critères pour accéder à la participation. Alors moi, quand je vois ça, je tombe par terre parce que dans la lutte contre le sida, si on avait commencé à faire des critères avec des pinques à chiens, pas sûr qu'on aurait trouvé des solutions. Vous voyez, le pack à chien, ce n'est pas immédiatement accessible à l'hôpital, par exemple. C'est mieux dans des associations. Donc, voilà, là, je trouve qu'il y a un sujet sur la capacité du mouvement pour le partenariat en santé à tutoyer la question des vulnérabilités. Les solutions qui sont à déployer sont très souvent des solutions de bas seuil auxquelles on n'est pas formé, c'est-à-dire s'exprimer extrêmement simplement, accepter le comportement des personnes, accepter qu'avant de commencer à travailler sur un projet, il faut déjà s'installer, commencer à parler, échanger, peut-être faire un détour par la fête, faire un détour par le repas, faire un détour par une activité matérielle. Voilà, toutes ces questions-là sont des solutions qui sont indispensables à connaître, à comprendre et à mettre en œuvre si on veut faire en sorte que la participation des personnes les plus éloignées du système de soins et leur rentrée dans le partenariat, ça soit possible, quoi. Quand on a inventé à Aide les premiers rouleaux à paille, qui était une façon d'utiliser des produits stupéfiants sans risque de contamination par le VIH, on n'a pas dit l'atelier est ouvert à 9h30. Bon, voilà. D'abord, on s'est occupé des chiens, d'abord, on a pris le café, puis après, on a commencé à parler, on a commencé à se connaître, et puis 3-4 mois après, on s'est dit, tiens, là, il y a un truc, si on en faisait quelque chose. Donc, voilà, la question et d'ailleurs, cette question des vulnérabilités en santé était dessinée dans le discours de Montréal de Daniel Defer, le président fondateur de Aide, auquel je faisais allusion tout à l'heure. C'est vraiment pour moi une préoccupation importante. Et je le dis avec force devant vous parce que la France occupe probablement en Europe la 2e dépense de santé, mais elle est la première pour les inégalités de santé. Ce n'est pas ce qu'on appelle une performance. Donc, nous avons besoin peut-être de dire la participation, le partenariat d'abord pour les plus éloignés du système de santé. C'est ça qui doit nous préoccuper, me semble-t-il. Et je voulais terminer sur ce point, non pas parce que c'est le dernier dans ma liste, mais c'est le plus important à mes yeux et à mon cœur, parce que en tant que citoyen, je ne suis pas très content de cette performance du système de santé. 210 millions d'euros sur la table pour le résultat qui vous place dans le premier dans les inégalités de santé en Europe, ce n'est pas quand même ce qu'on appelle une fortune extraordinaire. Donc c'est pour moi un point très, très, très important. Voilà, je voulais juste terminer sur ce point-là. Et
vous remercier tous de l'énergie que vous avez produit dans cet espace à Rennes. Malheureusement, pas au point de réchauffer l'air froid qui circule dans notre dos. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous deux. Donc l'objectif, c'était d'avoir ce regard croisé. Puis vous verrez bien, moi, je me retrouve bien en tant que franco-canadien avec ces deux messages et ces deux vibes, ces deux énergies qu'on peut avoir entre. D'ailleurs, Christian en a fait la formulation tout à l'heure, entre un pied contestataire et un pied coopératif. Et de se dire, là, on a senti tout l'amour, toute la force de la capacité des uns et des autres à se relier. Mais en fait, que cette capacité qu'on a, elle nous oblige d'une certaine manière. Elle nous oblige à être d'autant plus vigilants à tous les effets inintentionnels, qu'on ne voit pas, qui se passe en 2e ou 3e ligne, de ces comportements-là. Et donc, de ce fait-là, on a une richesse, on a un privilège d'avoir une communauté comme celle-ci, on a un privilège d'avoir ces compétences à se relier les uns et les autres pour faire passer des messages critiques, etc. Mais de ce fait-là, ça nous oblige à être d'autant plus vigilants les uns avec les autres, notamment, c'est-à-dire d'être capable d'expliciter aux amis, aux collègues, avec les gens avec qui on participe, à quel point on pense que tel positionnement, telle manière de faire, en fait, il y a peut-être quelque chose de problématique dans la manière de le faire et de l'amener avec suffisamment d'amour pour que ça soit entendable. Et en fait, justement, c'est notamment au sein de notre communauté, au sein des gens qui sont ici notamment, qu'on doit être d'autant plus exigeants les uns envers les autres. Et l'objectif d'ouvrir, de fermer, cette conférence de cette manière-là, ce qu'on voulait, c'était de partir d'un rapport d'étonnement de ce que vous avez pu vivre à travers ces 3 jours-là. Et à travers les discussions informelles qu'on a eues tout au long du colloque, on a eu l'occasion d'entendre certaines choses. Mais c'était difficile pour nous de dire on va le porter à votre place. Et de ce fait-là, on a organisé un atelier ce matin où Christian et Vincent étaient là pour entendre une partie des participants qui étaient là. Mais on n'avait pas non plus suffisamment de monde pour se dire que de la même manière, c'est aussi légitime pour vous dire, en gros, c'est ça qui est ressorti du colloque. Donc ce qu'on vous propose, c'est à la fois, on va repartir sur une des contributions qui a été proposée par une des personnes, parce qu'elle fait du lien et elle fait écho à des choses qui viennent d'être discutées. Mais ensuite, on veut l'ouvrir à la salle pour que vous puissiez justement enrichir de manière un peu plus légitime ce rapport d'étonnement et surtout l'orienter vers la suite de ce qu'on peut faire. Parce qu'on est dans la ouate, là, comme on dit au Québec, on est dans quelque chose de confortable, d'agréable. Mais justement, l'objectif, c'est de se dire comment on peut avancer de manière à ne pas rester dans ce confort-là et justement d'être suffisamment exigeant pour nous dire l'ampleur et l'urgence et la priorité des enjeux de santé pour lesquels on fait tout ce qu'on fait est suffisamment importante, en tout cas, je ne vais pas dire, est tellement importante qu'à cette vitesse-là, on n'arrivera pas à répondre à l'ampleur de ces enjeux-là. Donc ça demande justement de capitaliser sur ce qu'on est capable de vivre dans ces moments où on est dans la ouate et où ça fait du bien, pour justement se redonner un degré d'exigence derrière. Alors Nolwenn va justement en profiter pour rebondir sur cet élément-là, mais ensuite on l'ouvre vraiment à la salle, de manière à ce que vous puissiez partir là-dessus. On a combien de temps pour ça? 30 minutes. Et on a un seul micro, donc on va courir. Quand on a... Il ne marche pas celui-là, décidément. Quand on a fait le point avec quand on a fait le point avec Alexandre tout à l'heure sur finalement ce qu'on a retenu des échanges qu'il y avait pendant 1h30 ce matin, on était 8 ou 9, et puis il faut trouver un peu le point commun. On est reparti sur tout le collectif. On est quand même 80 personnes de, je crois, 70 ou 80 institutions différentes qui avons pensé. Le premier truc qui nous venait, on se disait, on veut quelque chose le plus possible inclusif. Que chacun se sente libre de venir déposer sa contribution, qu'il soit patient, qu'il soit professionnel de santé, qu'il soit universitaire. Enfin, vous voyez, on se disait comment on va rapprocher les mondes. Et personnellement, voilà pourquoi ça m'a touchée, parce qu'il y a une des participantes ce matin qui dit moi, avant, je n'osais pas en fait, contribuer ou je ne me sentais pas légitime à contribuer. Et là, vraiment, j'ai osé. En plus, on m'a accompagnée sur le fait de comment on fait une contribution, comment on fait un abstract, comment je peux proposer ma contribution à tous ces amis partenaires. Et ça, c'était vraiment un pari. Et en même temps, j'entends ce que dit Christian tout à l'heure, ça fait un peu forum. Et ben oui, et je me dis, on s'est dit, quand on a fait la synthèse rapidement, là, on s'est dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un nouveau modèle de colloque qu'on est en train de vivre et qu'on essaye de créer un petit peu aussi, puisque j'ai rencontré aussi une partenaire qu'on a institutionnelle qui dit « Oh là là,
c'est le meilleur colloque que j'ai jamais fait. D'habitude, on se fait chier au colloque, quoi. Il y a toujours, hein. Et là, on sent une énergie, un bonheur, une envie de communiquer, de participer. Et on se demandait finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de chercher, trouver un nouveau modèle de colloque qui nous réunisse tous, qui parle à tous. Tous, vous avez vu, vous arrivez ici avec votre prénom, vous n'arrivez pas avec votre institution, votre titre et vos différents rattachements. Ça aussi, ça a été souligné, ça a été repris. Donc voilà, je me permets de vous faire un petit peu le lien qui finalement a quand même réuni sur dire oui, c'était peut-être un peu bordélique parfois. Oui, ça partait peut-être un petit peu dans tous les sens et on n'a pas toutes les réponses à nos questions, mais quelque part quand même, ça foisonne d'idées, ça foisonne d'énergie. Et ça a capté quand même des professionnels de santé, des patients, des aidants, des chercheurs. Enfin, voilà, c'est vraiment un nouveau modèle de colloque. Donc on va ouvrir à la salle. Est-ce qu'il y a des donc on continue dans cette logique de rapport d'étonnement, mais ce qu'on voudrait faire, c'est comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est surtout de l'orienter vers la suite, voir comment on part de ça pour penser à demain. Est-ce qu'il y en a quelques-uns, quelques-unes parmi vous qui veulent nous partager cela? Maxime. Bonjour, merci encore déjà tous les deux, c'était hyper intéressant. Moi, ce que j'ai remarqué et ce qui va probablement axer un peu mon action personnelle dans les mois à venir, c'est que alors, ce matin, on a vu beaucoup de structures hospitalières, des grosses structures, les CAP et autres. Ce matin, on a vu des soins primaires, mais il y a pour moi un gros absent. C'est toutes les CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales de santé, qui sont un peu le mouvement qui est très soutenu en ce moment. Moi, j'ai été directeur d'une CPTS pendant 2 ans. On a un patient trésorier d'une CPTS, enfin de la CPTS, secrétaire pardon, de la CPTS de notre territoire. Et tous ces projets de CPTS, alors je ne sais pas s'ils sont peu impliqués dans le partenariat patient ou s'ils s'en revendiquent peu. Mais voilà, il y a toute cette partie-là, c'est quelque chose qui est vraiment en création, et ça serait dommage que ça passe à côté de ce partenariat le plus tôt possible. Voilà, et donc je vais probablement travailler à cette question-là. Et pas que toi d'ailleurs. L'objectif à chaque fois, c'est que tous ces questionnements, pour mes collègues, on peut les noter de manière à ce qu'on puisse les remettre au sein de la communauté et le collectif qui a fait émerger le colloque, pour qu'on voit quel réseau on a sollicité qui fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup de CPTS aujourd'hui. Donc c'était où ? Oui, bonjour, je m'appelle Marie, j'ai animé un atelier sur le facile à lire et à comprendre ce matin avec Elora et Malik qui sont à côté de moi. Et on a travaillé sur le site qui a présenté le colloque et on s'est dit que ce n'était pas très facile à comprendre. Pour la prochaine fois, s'il vous plaît, faites du FALC. Merci. Ça, c'est 99% des retours qu'on a eus. D'autres mains qui sont levées ? Bonjour. Non, c'était juste un petit mot pour l'homme des CPTS. Je veux bien qu'on se voit à la fin, parce qu'on est en train de préparer un avis du Conseil de l'engagement des usagers de la HAS avec une partie CPTS. Donc, je veux bien, comme dirait Alexandre, un peu d'amour entre nous. C'est bon. Frédéric Bouillet, j'avais 2 choses en reprenant. Alors, merci pour les éléments de clôture, la discussion. Merci à tout le monde et tous les partages qu'il y a pu y avoir hier. Peut-être reprendre 2 points sur ce que Christian et Vincent vous disiez sur la question de la démarche de capitalisation. Pour l'avoir expérimenté, justement, la Société française de santé publique, pour réussir à bien déterminer ce qui relève effectivement de la participation ou du partenariat. C'est un exercice et un outil qui est intéressant. Ça permet non seulement aux acteurs de comprendre qu'ils ne sont ni dans la participation ni dans le partenariat et qu'ils ont des marges d'évolution et on peut les accompagner dans ça, mais ça permettrait effectivement, via la plateforme qui existe déjà, de remettre plus en avant des éléments, des actions qui sont mises en œuvre sur le terrain, des fois de manière très micro, mais qui démontrent effectivement que quand les gens sont associés à la construction des projets, parce que c'est souvent ça aussi l'idée, mais c'est aussi peut-être pour ça que ça vient de la question de la lutte contre le VIH, c'est-à-dire comment on construit avec les gens des modèles et non pas comment on propose des modèles aux gens. Il y a quand même encore une inversion sur laquelle il faut qu'on travaille. Sur la question du plaidoyer, ça fait écho à ce qui s'est passé sur la plénière sur la professionnalisation, où il y a encore beaucoup de dissensions entre l'ensemble des acteurs
et pas forcément une dissension marquée entre les professionnels et les patients ou les représentants des patients, mais dans le même univers, il y a encore beaucoup de difficultés à savoir qu'est-ce qu'on entend par professionnalisation. Et un des enjeux peut-être entre ce colloque-là et le prochain, c'est peut-être d'avancer beaucoup plus sur cette question-là et de savoir comment on fait pour justement avancer sur cette question. Merci. Bonjour, je m'appelle Ludovic. Moi, j'avais deux réactions. Une première au propos de M. Saout sur le besoin, l'enjeu de mieux savoir ce qui se passe à côté de chez soi. Et en tout cas, dans les perspectives de travail que moi j'ai envie de me fixer pour la suite, ce sera de collaborer avec nos partenaires institutionnels justement pour réfléchir à une forme d'observatoire ou en tout cas renforcer, améliorer la connaissance qu'on peut avoir des initiatives bretonnes, notamment en la matière. Et la deuxième remarque avec le propos de M. Dumez, et là je le rejoins complètement aussi, c'est qu'il a évoqué la nécessité de continuer à travailler et à réfléchir sur la façon de réfléchir à la tarification, au financement de ces questions. Je ne sais pas si les termes sont pas parfaitement adéquats, j'espère qu'ils ne heurtent pas. Moi c'est mon tropisme assurance maladie, mais en tout cas je ne sais pas si l'assurance maladie a été représentée au cours de ces 3 journées, mais c'est peut-être une piste de sensibilisation, de démarchage à réaliser aussi à l'avenir, parce que je crois que ça peut être intéressant de les associer à cette réflexion. Et je les crois suffisamment ouverts et en compréhension des enjeux qui sont manifestés au cours de ces 3 journées pour s'embarquer dans la dynamique avec vous et nous. Voilà. Oui, Alexis. Est-ce que, moi j'ai 2 points, c'est le numérique. Est-ce que le numérique, il est facilitant pour la mise en place de la relation partenariale? Est-ce que, à travers des écrans interposés, on arrive à... Est-ce que du fait qu'il n'y ait pas forcément d'examen clinique de toucher et qu'il y ait plus, par exemple, de questions de la part du praticien, est-ce que ça engendre plus de relations partenariales? Donc, ça, je pense que c'est vraiment une question. Est-ce que vous y avez travaillé aussi à Montréal? Le numérique dans la relation partenariale, facilitateur ou au contraire obstacle? Voilà, ça c'est une vraie question. La deuxième question, mais ça c'est ma casquette France Asso, c'est comment les mouvements associatifs peuvent-ils, parce qu'on est quand même sur de la bonne vieille adhésion, sur du bon vieux CA, AG, enfin, conseil d'administration, assemblée générale, etc., etc., des bonnes vieilles convocations par courrier. Comment, excusez-moi, hein, mais comment est-ce que les mouvements associatifs, ils peuvent aussi, parce que s'intégrer dans cet écosystème partenarial? Et donc voilà, j'ai été trop long, mais c'est mes 2 questions. Peut-être sur la question du numérique. L'élément le plus important, il y a eu un petit éditorial dans Lancet il y a 1 an à peu près et demi qui était magnifique là-dessus. Pourquoi le numérique va changer les choses? Je vais revenir sur la question de la relation. C'est parce que le numérique, notamment à travers les outils d'autodiagnostic, il y a des outils d'autodiagnostic là, super puissants en ce moment. On a testé un outil d'autodiagnostic français, là, où tu rentres des symptômes, là, puis il te sort un diagnostic juste à peu près 85-90%, là, puis c'est en train d'augmenter. C'est que ça remet en question, ça vient toucher le sacro-saint diagnostic médical. Donc, ça veut dire qu'actuellement, on va avoir des outils suffisamment puissants. Le numérique va nous offrir des outils suffisamment puissants pour avoir une fiabilité supérieure à la fiabilité, au raisonnement clinique d'un humain médecin en matière de diagnostic. Donc, il y a eu un très bel article dans Lancet qui a parlé de ça, en disant, en alertant le monde médical, en disant, sa dernière phrase, c'est, je vais vous le traduire en français, c'est nous sommes dans une véritable révolution parce que maintenant, le sacro-saint diagnostic est entre les mains des masses. Et ça, c'est majeur. Ça, c'est majeur. On ne se rend pas compte à quel point c'est majeur, mais c'est majeur. C'est un changement paradigmatique important et ça va venir avoir un impact, ça va avoir un impact sur la relation. Après, sur la question de l'impact sur la relation de soi en tant que telle, on l'a vu pendant la période du confinement. Je ne sais pas comment ça s'est passé en France, mais nous, au Québec, la télésanté qu'on pensait implanter en 15 ans, 20 ans, elle s'est implantée en 3 ans. Et en 3 ans, tout s'est accéléré. Et maintenant, une partie des rendez-vous, des choses se font en télésanté. Mais là, il y a une véritable... Ce qui est intéressant, c'est justement quand une réflexion institutionnelle sur l'intégration des outils, par exemple de télésanté à travers le processus de soins, c'est que maintenant, on rentre dans la nuance de se dire...
à quel moment on peut être en télésanté, à quel moment on peut être physiquement. Donc là, il y a une vraie réflexion technique complexe sur l'alternance des outils en fonction de la pertinence. C'est sûr que la télésanté est une super solution pour au niveau de l'accessibilité des soins, mais maintenant, il faut l'adapter en fonction des contextes spécifiques. Et si je peux ajouter à ça, et pas pleurer et parler correctement en français quand même, pour les prochaines phases, je vais essayer de l'amener ça un peu plus loin. J'essaie de... Oh oui? I can speak in English? Really? Je vais essayer quand même en français, parce que merci pour l'accueil. Et je vais connecter ça parce que qu'est-ce que j'essaie de capturer et le sentiment de cette famille. I'm going to cry. Le sentiment de cette famille-là. Oui. Ma équipe me connaisse, là, je vais toujours pleurer à la fin. C'est vraiment une belle famille. Et actuellement, c'était bon que l'Internet n'a pas super fonctionné dans le bâtiment ces derniers 2 jours, parce qu'effectivement, j'ai trouvé à chaque jour l'énergie de complicité entre les personnes a changé à chaque jour, parce qu'on a trouvé l'humanité entre nous. Pour connecter ça à la santé numérique, on vit plus en plus dans un monde sur lequel on est beaucoup plus connecté avec ces nouvelles technologies sur lesquelles on ne va jamais aller en arrière. Et n'oubliez pas que toutes ces nouvelles plateformes et toutes ces nouvelles technologies ont été créées pour des bonnes fins humaines régionalement, mais sur juste qu'on n'avait pas joué le gardien de voir où ça peut aussi nuire sur les pas bons pour partie de l'humanité aussi. Donc, notre rôle ici est de jouer ce rôle-là, de voir comment on peut assurer que, notamment dans la santé, qui est la place où on fait ces connexions entre humaines principalement et sur lesquelles on soigne, en guerre et on s'aime, qu'on était capable de jouer un gardien, d'assurer que nos technologies et quand même ces nouveaux développements humains sur lesquels on va avancer, va être capable de faire ça sur la base de valeurs humaines qui est principalement le plus importante. Juste dire un mot sur cette question de, je voulais juste dire un mot sur cette question de valeurs humaines, mais c'est très très important. Il faut les positionner parce que si vous avez le temps, lisez le livre de Daniel Cohen qui vient de paraître, qui s'appelle Homo Numericus. C'est très très édifiant ce qui se joue au global. Et dans la relation de soins, moi je suis toujours extrêmement effrayé qu'on capte des données et qu'on ne les restitue jamais. Je trouve ça incroyable. Et que le principe de base, c'est qui capte, restitue, et restitue en FALC, en langage accessible pour les gens, avec des infographies, parce qu'ils ne vont pas aller regarder les tableaux avec des histogrammes. Donc ça, c'est très, très important. C'est vraiment parce que je vois bien comment c'est parti. On va se glorifier probablement dans des établissements ou ailleurs, de dire, même si, moi je fais du partenariat, j'ai donné des tablettes aux patients, un jour ils vont vous envoyer les tablettes à la figure tellement il y en aura. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut faire attention à ça. Et il faut surtout faire attention à une chose que les Lituaniens ont mis en place, c'est qu'il y a toujours le retour possible vers l'humain. C'est-à-dire que si quelqu'un ne veut pas utiliser un outil numérique, mais veut une relation humaine, c'est toujours possible d'aller sur ce terrain-là. L'autre point sur lequel je voulais dire quelque chose, c'est à propos de la réflexion d'Alexis et peut-être d'un jalon potentiel du prochain colloque ou du prochain forum. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sera, mais peut-être qu'on a besoin, alors c'est ma culture de la lutte contre le sida qui me fait penser à ça, mais d'une déclaration des principes du partenariat en santé. C'est-à-dire et avec un certain nombre de valeurs qui ont été égrenées par les gens qui ont contribué ces 3 jours, mais il me semble qu'il faut peut-être dire des choses essentielles de chez essentiel, que le partenariat, ça produit des effets sur l'optimisation de la demande, que ça produit du mieux-être, que ça produit de la transformation sociale, que ça s'ancre dans ces choses-là pour qu'on ne le confonde pas avec autre chose. Parce que vous savez que le problème de la monnaie participative, c'est que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc il faut absolument qu'on ait un référentiel de la bonne monnaie de participation en santé, sinon ça sera toujours les formes abattardies, les formes les plus marketing qui seront mises en avant, et ça je pense que c'est très très important
à construire pour l'avenir de ce mouvement, c'est de pouvoir disposer de repères. Et très vite de dire non, mais là, on n'y est pas. Ce n'est pas 2 chaises dans une salle qu'on a rajoutées pour les patients, c'est les patients dans le processus. Voilà, y compris, on a tous des efforts à faire dans les institutions où on est. Par exemple, nous, les colloques de l'HAS, on les fait toujours en faisant participer des patients, mais ça sera des partenaires le jour où ils choisiront avec nous le sujet. Voilà, c'est un petit peu la différence. Mais je sais que c'est l'horizon à atteindre, je sais que c'est compliqué, mais voilà, il ne faut pas se méprendre sur ce qu'on fait. Donc, Luigi Flora, j'ai juste une petite tendance circonstancielle, puis je vais répondre aussi à Alexis. Donc, moi, je pense qu'au niveau du numérique, effectivement, il y a cette puissance, cette possibilité, mais ce n'est pas la seule possibilité. Il y a aussi la possibilité qu'en en fait, on se retrouve piégé dans ce qui est en train de s'organiser avec le numérique. Ce n'est pas encore complètement établi la chose. Et pour répondre à Alexis, il y a un colloque la semaine prochaine. On a ouvert un axe de recherche juridique en fait, sur la place du patient au XXIe siècle. Donc, il y a un colloque la semaine prochaine qui aura à l'Université Paris 8, mais qui est en hybride, que vous pouvez suivre gratuitement en ligne, sur la place du patient dans l'environnement numérique. Et je voudrais dire qu'on a mené une recherche financée par l'Agence nationale de recherche en partenariat avec des patients et des professionnels et des chercheurs sur l'aide à la prescription d'applications digitales, et qu'on a sollicité les associations, et ce n'est pas une critique, c'est juste un état des lieux, hein. Et on a sollicité les associations, on a sollicité France Asso, mais ils ont tellement de chantiers qu'en fait, ils n'ont pas su se mobiliser pour participer. Donc, on a eu des patients, mais on n'a pas eu les associations, à notre grand regret, dans cette recherche. Et je le dis parce que c'est important que les patients et les collectifs de savoir collectifs que mobilisent les associations soient présentes dans ce champ-là. Et je connais la difficulté du fait du nombre de chantiers et du fait aussi des sources de financement. Pas que les chantiers qu'on a sur nos épaules, Luigi. Ouais. Mais alors là, pour le coup, c'est pas une remarque comme Maryse, faites un peu de Falk à Paris 8, c'est qu'en cliquant, on peut même pas s'inscrire et on peut même pas avoir le programme. Donc, c'est bien de faire un colloque là-dessus, mais c'est vachement plus sympa si on sait quel est le contenu et si on sait qu'est-ce qu'on peut y apporter. Mais je t'assure, j'ai failli appeler le numéro de téléphone de la direction de Paris 8 pour savoir si on pouvait m'envoyer le programme. C'est inaccessible, mon biquet. Ouais, non, je suis d'accord, il y a un défaut d'information. Il y avait juste si vous avez une difficulté, il y a une adresse courriel en bas à droite de l'affiche au cas de problème. Et juste pour répondre aussi par rapport au peu de lisibilité, on a lancé une revue à la suite du premier colloque qui s'appelle Le partenariat de soins avec le patient analyse, qui est en archive ouverte. Alors, ça veut dire la science ouverte, donc pas dans tous les moteurs de recherche, parce que beaucoup de moteurs de recherche marchent aussi sur ils gagnent de l'argent avec les trucs, mais il y a aussi quand même, il y a pas mal de matériel quand même dans cette revue. Et une revue dans laquelle vous pouvez, tous ceux qui ont communiqué peuvent proposer des articles. Ouais. Bon, je me lance. Je trouve que l'échange que vous venez d'avoir, Christian et Luigi, reflète bien l'esprit de ce colloque où on peut se dire les choses simplement. Et merci pour la qualité de votre conclusion qui était accessible, compréhensible. Et ce n'est pas toujours le cas. Et merci beaucoup. D'habitude, je ne m'exprime jamais comme ça au micro. J'ai mon cœur qui bat et on n'ose jamais, même quand on est professionnel et dans des réunions institutionnelles à l'ARS où on se dit « Ah non, je vais dire des conneries, ça ne va pas ». Et donc, c'est agréable de vivre un moment comme ça. Merci. Donc, et je le dis en tant que professionnel, parce que c'est des discussions qu'on a eues avec des patients partenaires, où on se dit, si moi, je n'ose pas prendre la parole, les autres, c'est encore moins évident. Voilà. Donc, après ça, j'avais une question. Vincent, quand tu parles d'optimisation de la demande, je ne suis pas sûre de bien comprendre, et j'ai l'impression, mais c'est mon interprétation, qu'on renvoie aussi la responsabilité sur les patients et on va vers une responsabilité individuelle.
tu parlais d'optimiser l'offre de service et optimisation de la demande. Et du coup, j'aurais voulu que tu développes un peu, s'il te plaît. Ça, c'est une des questions qu'on va poser très tôt au niveau de ça. La responsabilité, on l'a déjà. Je n'ai pas vu qui a posé la question. J'aimerais bien pouvoir te regarder. Mais... Tout au fond. Salut. Les patients on a déjà une grande majorité des responsabilités de soins sur nos dos, et on ne nous donne pas les moyens pour y répondre. À fur et à mesure, de plus en plus que le système est saturé, je veux dire, c'est nous qui assumons une grande partie de nos soins, de nos choix de soins, de nos choix des différents types de choix. Et quand on parle d'optimisation de la demande, c'est tout simplement nous aider, nous accompagner à développer nos capacités pour pouvoir assumer ces responsabilités de la meilleure façon possible. Quand on a commencé le patient partenaire, je me rappelle, j'avais une question d'un journaliste qui me disait oui, mais en faisant ça, justement, est-ce que vous n'êtes pas en train de remettre toutes les responsabilités sur le dos du patient? Mais encore une fois, on les a déjà, les responsabilités sur notre dos, parce qu'on fait déjà face à un système dysfonctionnel qui fait en sorte une grande majorité des décisions et de la navigation, on les fait par nous-mêmes. Juste pour compléter ce que dit Vincent, en plus, dans l'espace français, la responsabilité, elle pèse sur nous juridiquement, parce que c'est dans le Code de la santé publique que les citoyens français ont une responsabilité à l'égard du bon fonctionnement du système de santé. Mais quand on transfère des responsabilités, quand on les renvoie sur quelqu'un, il faut les armer pour exercer cette responsabilité. Et tout ce qu'on a dit sur le déséquilibre informationnel fait qu'au fond, on n'est jamais mis en situation de pouvoir exercer cette responsabilité. Donc, la réponse de Vincent va bien. Je pense que la participation en santé, le partenariat en santé, c'est une aide à l'exercice d'une responsabilité. Il y a bien des responsabilités citoyennes, et pour faire des responsabilités citoyennes, on a un système d'éducation qui nous prend, à certains d'entre eux, 15 ans, 20 ans, 30 ans de notre vie. Donc, on peut bien faire un peu de participation, un peu de partenariat, 15 jours, pour exercer notre responsabilité à l'égard du système de santé. Ah oui. Merci de parler de la responsabilité qu'on ressent communément. Et en tant que patient partenaire, ça a été pour moi quelque chose de très important, parce que oui, on a eu l'impression de partager, d'être écouté, et aussi de partager une chose qui est forte pour nous, c'est que non seulement on a une responsabilité, mais on a une certaine pression, parce qu'on a cette sensation d'avoir l'obligation de toujours être bon partout. Et on sait que vous l'avez en tant que professionnel de santé, mais nous aussi, on l'a beaucoup en tant que patient, parce qu'on porte un peu cette voix des patients. Et il faut qu'on soit bon, il faut qu'on soit bon avec professionnels de santé, il faut qu'on soit bon avec les autres patients, il faut qu'on soit bon avec les autorités de santé. Et pour autant, on vit avec une maladie à côté. Et donc, merci de nous accompagner aussi dans ce sens-là, et de comprendre cette pression qu'on a aussi pour essayer de faire bien. Merci. Merci d'avoir fait l'exercice. On sait que tout le monde n'a pas pu prendre la parole et qu'il y en a certains qui commençaient à lever la main parce que les barrières étaient diminuées. On va clôturer le colloque parce qu'il y a une autre activité qui s'en vient derrière aussi. Merci Vincent. On a perdu Christian. Où est Christian? Merci beaucoup Vincent.